Oui, je t'entends toujours. Bienvenue en 2022. Bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus, puisque comme vous l'avez vu, je suis en mode Zoom. Moi-même, j'ai été confinée. On va dire que j'ai commencé l'année en beauté, ou plutôt j'ai fini l'année en beauté, puisque je fais partie de la vague de personnes qui ont eu le Covid. Donc, on a beaucoup de sujets à traiter. Donc, c'est pour ça, comme j'arrive mieux à parler cette semaine, que j'ai quand même dit qu'on allait lancer vraiment l'émission. En plus, comme vous le savez, on a vu à la fin de l'année, il y a les élections présidentielles qui arrivent très rapidement. Comme vous le savez, on a mis des sujets dans le débat. D'ailleurs, hier sur LCI, il y avait Yannick Jadot, le candidat, et nous lui avons envoyé la question sur le chlordécone. On ne va pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'en plus, je ne suis pas encore au top de ma forme. Mais la semaine prochaine, normalement, ça devrait vraiment aller mieux. Et là, on pourra parler en plateau avec nos invités de sa réponse, voir ce qu'il va mettre en place. Et on reviendra aussi sur la question qu'on avait posée à Arnaud Montebourg et ainsi de suite. À chaque fois, on va continuer de poser nos sujets dans le débat de la présidentielle. Vous voyez bien que personne ne parle des Outre-mer en ce moment, ça les intéresse absolument pas du tout, mais pas avec Canal10, comme vous le savez, avec notre émission Entrepreneurs. Nous sommes là, nous sommes au milieu de la présidentielle et personne ne va pouvoir déroger à nos interrogations et aux interrogations de nos entrepreneurs guadeloupéens. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est le financement. Comment financer nos entreprises, comment financer nos centres commerciaux, comment financer notre business, comment faire pour avoir du budget. Vous le savez, avec les banques, c'est très difficile, elles ne suivent pas, surtout en Outre-mer. Alors, on avait déjà vu, tout le monde a vu, j'imagine, l'extrait sur BFM, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le ressortirai bien évidemment quand on fera une émission spéciale sur la banque, comme vous le savez, avec l'émission Entrepreneurs. Chose promise, chose due. On vous avait promis une émission sur les fonds européens. Vous avez eu votre émission gouvernementale sur les fonds européens. Donc là, on est en train de s'organiser pour faire une émission sur la banque, tout ce qui est la banque. Comme vous le savez, les banques ne suivent pas en Outre-mer, où il y en a qui ont des prêts plus facilement que d'autres. Donc ça aussi, tout ça, ce n'est pas normal. On avait déjà vu sur BFM qu'il y a des problèmes au niveau des prêts. Les banquiers, les banques ne font pas confiance à tout le monde pareil. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir des super projets et ne sont jamais financées. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin d'avoir un projet pour être financées. Donc ça aussi, c'est un problème que l'on va lever et sur lequel on va essayer de travailler. On va essayer de voir comment trouver des solutions, soit avec la BPI, soit avec les différentes banques. On va voir qui va accepter de participer à notre émission sur ce sujet, de manière à ce qu'on puisse vraiment lever et surtout crever cet abcès. Mais avant ça, on va parler de tout ce qui est notre financement propre à nous, tout ce qui est financement participatif et tout ce qui est développement de filiales, ce qui existe et comment on peut faire pour avoir de l'argent pour financer notre économie. Avec nous, Monsieur Lantin, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu en plateau, qui était venu nous parler d'un projet lancé par une Guadeloupéenne. Alors vraiment désolée. En Guadeloupe, bien sûr, c'était un projet écologique. Monsieur Lantin, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. Bonne année à tout le monde. Ah, merci, bonne année à vous aussi, la santé surtout. Pardon. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous étiez venu, nous expliquer ce que vous faites et nous parler de ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît? C'est vrai que j'étais venu il y a quelque temps avec Claudine Rosas, qui s'occupait d'un projet Vimera, qui présentait donc des algues. C'était une culture d'algues en mer. L'idée, c'était de profiter de la biodiversité locale, pouvoir faire pousser des algues qui sont endémiques au territoire local, voire ensuite en faire des produits, soit des produits de santé, soit des produits, qu'on pourrait éventuellement manger, produits alimentaires.
Donc, le projet a bien accroché. Donc, on a pu lever donc, quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Et là, elle a pu, grâce à ça, donc, commencer la construction de bâtiments de production donc, dans le nord Basse-Terre. Et elle est en train de finaliser son financement avec des subventions pour pouvoir augmenter la cadence et pouvoir être opérationnelle assez rapidement. Donc, c'est vrai que c'est un exemple un peu réussi de campagne de financement participatif où pas mal d'acteurs locaux s'étaient impliqués, étaient intéressés. Il y a des acteurs aussi en métropole qui avaient suivi le projet. Donc, c'est un exemple tout à fait, je dirais, porteur de ce qu'on peut faire ici. D'accord. Alors, comment est-ce que vous trouvez ce genre de projet ou comment est-ce que les entrepreneurs vous contactent? Ça fonctionne comment? Alors, le financement participatif, nous, on est sur Internet. C'est surtout comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est sur Internet et puis sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., ou Facebook. Et l'idée, c'est que les personnes s'inscrivent sur la plateforme Fidelios, c'est www.fidelios.com. Donc, on s'inscrit sur la plateforme, on peut déposer un projet. Il y a une dizaine de questions pour dire quel est le projet, quel est le stade d'avancement du projet, quels sont les capitaux déjà réunis, parce qu'il faut savoir que le financement participatif, nous on fait de l'augmentation de capital, et on ajoute des actionnaires aux actionnaires actuels, donc il faut qu'il y ait déjà une base de capital suffisante pour accepter de nouveaux actionnaires. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 100, il faut qu'il y ait déjà 200 en capital pour que les actionnaires de départ restent majoritaires, parce qu'on n'a pas vocation à devenir majoritaire dans l'entreprise. Mais à partir de ça, donc, on peut valider le projet qui est présenté au niveau de notre commission d'engagement. Et après, le projet est présenté sur la plateforme pour pouvoir rechercher des investisseurs. Donc, l'avantage de la plateforme de financement participatif, c'est que nous, on a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on est basé en Outre-mer. Le siège est à Pointe-à-Pitre. Donc, on peut aller voir sur place, rencontrer les porteurs de projets, discuter avec eux, aller voir le projet lui-même. Ce matin, je suis allé voir quelqu'un qui a le projet de Robert Mao. Donc, on visite les lieux et on peut s'assurer de la réalité du projet. Et après, on présente le projet sur la plateforme pour trouver des investisseurs qui, eux, sont sur le monde entier. Il y a des investisseurs qui sont en Espagne ou bien en Suisse ou bien en France, mais majoritairement, 70 à 80% des investisseurs sont sur la zone outre-mer, parce que c'est des gens qui sont davantage concernés par le projet et intéressés par ce type de projet. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. On va revenir vers vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer en plus le financement participatif. C'est quelque chose qui se fait aussi sur le territoire hexagonal. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne et est-ce que ça marche bien finalement, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais des fois les gens n'ont pas trop confiance aussi dans les projets, comment savoir quel est le bon projet, quels sont les retours qu'on peut avoir. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, mais avant, on va se diriger vers Monsieur Argy. Bonsoir. Monsieur Argy, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? On a perdu Monsieur Argy. Bon, alors Monsieur Lantin, je reviens vers vous. On va voir peut-être qu'il a été déconnecté. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce que je vous demandais tout à l'heure, le financement participatif sur le territoire même hexagonal, ça fonctionne bien? Il faut savoir que c'est quelque chose qui est américain à la base, puisque c'est eux à la base qui ont l'habitude de se financer. Expliquez-nous. Alors, à la base, effectivement, c'est américain. Les premières plateformes, c'est Kickstarter qui avait lancé des plateformes qui ont été largement très connues. Après, ça s'est développé au niveau national en France, avec des plateformes comme Wizid, Anaxago, My Major Company. Donc, au début, c'était surtout pour des projets culturels. Vous vouliez financer un disque, donc on avait des contributeurs qui vous donnaient de l'argent. Après, ça s'est un peu professionnalisé pour permettre à des entreprises d'avoir du financement, donc soit sous forme de prêt, soit sous forme d'entrée au capital. Alors, c'est vrai que de façon, vous parlez de risque, de est-ce que c'est sérieux ou pas. Donc, il y a eu des agréments qui ont été mis en place au fur et à mesure. Pour ceux qui font du prêt ou du don, il y a un agrément qui s'appelle Intermédiaire Financement Participatif, IFP, qui est délivré par l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, qui contrôle les banques. Et ceux qui font du financement en capital, en equity, comme on dit, comme nous, on a un agrément CIP, conseiller en investissement participatif, qui est délivré par l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a une régulation importante qui s'assure que les plateformes sont réellement encadrées et suivent des règles assez précises. Donc, le premier critère pour dire si c'est sérieux, c'est d'aller voir sur le site de l'ORIAS qui recense
toutes les entreprises qui sont agréées, comme les banques, les compagnies d'assurance ou les plateformes, si l'entreprise a un agrément ORIAS. C'est la première chose. Donc, et après, s'assurer donc, que l'entreprise, je dirais, est toujours présente, elle fonctionne toujours. Donc, à ce moment-là, vous allez sur le site, vous renseignez et vous déposez un dossier qui est étudié donc, par les responsables de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, donc, tout à l'heure, vous nous disiez que les gens viennent se mettre sur LinkedIn. Mais vous, comment vous trouvez les financeurs? Est-ce que ce sont des chefs d'entreprise avec qui vous travaillez ou est-ce que c'est un espèce de cercle des gens qui sont déjà à l'intérieur de votre structure? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des investisseurs qui ont déjà financé des projets. Donc, on les tient au courant régulièrement des nouveaux projets. On leur envoie des informations sur les nouveaux projets. Et puis, chaque projet, je dirais, le principe du financement participatif, il faut bien comprendre que ce n'est pas une banque, ce n'est pas un dossier que vous déposez, vous asseyez, vous attendez que ça tombe comme une subvention, comme un prêt bancaire, même si le prêt, c'est comme vous le disiez. Là, il y a un travail, je dirais, de communication qui doit être fait par l'entreprise qui avait besoin des fonds. Donc, le financement participatif, il faut que le chef d'entreprise et ses collaborateurs s'investissent dans la communication, comme on l'a vu avec Claudine Rosas qui est venue avec vous, qui a fait la promotion de son produit sur votre télévision. Donc, c'est un peu ça. Il faut que les porteurs de projets s'impliquent, arrivent à convaincre les investisseurs de leur projet, de la validité de leur projet. Ça, c'est vraiment important. Il faut que le cercle, je dirais, familial ou autour de soi se mobilise pour ensuite entraîner, un peu comme les roues qui tournent, entraîner les autres investisseurs qui sont dans la Guadeloupe ou bien ailleurs pour pouvoir les accompagner dans ce projet. Il y a un effet d'entraînement qui est très important. Si autour du porteur de projet, il n'y a pas d'accompagnement, ça risque de ne pas marcher vraiment. D'accord. Et en Guadeloupe, quels sont les projets qu'on pourrait financer avec ce système de financement participatif? Alors, l'idée, c'est de se mettre à la place de l'investisseur. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur, quel projet aimeriez-vous financer? Donc ça, c'est assez classique. Les projets qui marchent bien, c'est des projets, tout ce qui est environnement durable, tout ce qui est développement, tout ce qui est écologie. C'est vrai que ça parle beaucoup aux investisseurs. Point de la santé, puisqu'on se sent concerné par tout problème de santé, développement de nouveaux médicaments, etc. Et puis, voilà. Et puis, il y a des projets qui marchent bien au niveau national, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est vrai qu'au niveau national, si on a quelques chiffres, il y a un baromètre du crowdfunding qui sort chaque année. Donc là, on est en train de répondre au baromètre 2021, donc qui sortira début février. Mais celui de 2020 montrait déjà qu'au niveau national, il y a plus de 2 milliards d'euros qui ont été financés en financement participatif. Le secteur qui marche le mieux, c'est l'immobilier, parce que c'est vrai que dans l'immobilier, il y a des rendements qui sont très intéressants, puisqu'il y a des rendements qui sont autour de 8 à 9%, alors que vous savez que la caisse d'épargne, c'était 0,5, maintenant c'est passé à 1% depuis janvier, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la caisse d'épargne, c'est très sécurisé, mais le rendement est très faible. Par contre, le financement participatif, il y a des rendements qui sont très élevés, mais vous rentrez en financement en capital, par exemple, vous devenez actionnaire de la société. C'est-à-dire que la société peut, au bout de 2-3 ans, déposer le bilan. Ça peut arriver. Donc, il y a un risque de perte de capital. Donc, ça, il faut être conscient. Il y a toujours ce risque de perte de capital quand on investit en action, mais le rendement est toujours plus intéressant. Donc, le conseil qu'on peut donner aux investisseurs, par exemple, c'est de diversifier. C'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Si vous avez 1 000 euros, vous pouvez mettre 500 euros ici, 300 euros, 200 euros là. Ou les investisseurs qui ont des poches plus profondes, 10 000 euros ici, 10 000 euros là, 20 000 euros ici. Mais l'idée, c'est de répartir ces investissements sur plusieurs projets. Mais justement, comme vous disiez, il peut y avoir des pertes et c'est pour ça que des fois les gens ont peur puisque ce n'est pas notre système. Par exemple, si je prends d'autres pays, je reste sur mon exemple anglo-saxon avec les Américains. Eux, ils ont l'habitude, ils ont des mécènes, ils ont l'habitude, quand ils sont riches, de financer soit les plus pauvres, soit les écoles. Ils ont l'habitude, ils ont un autre fonctionnement que le nôtre. Il n'y a pas une économie solidaire chez eux où tout le monde cotise pour payer tout le monde. Eux, c'est chacun vient dans sa poche, prend l'argent dans sa poche et finance un projet, un porteur de projet qui va aider à se développer, etc. Mais il y a un suivi. Tout à l'heure, vous disiez qu'il peut arriver, par exemple, qu'on finance un projet et que le projet ne fonctionne pas, que ce que le porteur de projet voulait faire n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Alors, je précise qu'en chiffres, en termes de chiffres, mais on fera un point, il faudra qu'on fasse un point de toute façon, que ce soit avec et la CCI et la Chambre de l'artisanat, mais nos chiffres en Guadeloupe, je le répète, sont plutôt bons. Au niveau de la moyenne nationale, ils sont plutôt bons. Donc nos porteurs de projets, quand ils sont lancés, ils arrivent quand même à
avoir Le une taux de certaine réussite au bout de pérennité. 3 ans, 4 ans est assez correct. Voilà, D'accord, ouais. exactement. Donc ça, on referme la parenthèse, c'est pour rassurer un petit peu les gens, mais on fera un point. Mais par contre, est-ce que vous, de votre côté, vous mettez en place un suivi? Par exemple, vous travaillez avec un autre organisme, quel qu'il soit, pour faire un suivi de la société que vous avez aidée, parce que des fois, ça peut aider les jeunes entrepreneurs d'avoir un comptable, un avocat ou bien quelqu'un qui travaille pour l'accompagner pour être sûr que l'entreprise ne coule pas. Comment ça fonctionne? Alors, je vais prendre l'exemple d'une société qu'on a financée il y a déjà 4 ou 5 ans. C'est New SMO Technologies, NST, qui a vocation à faire de la pyrolyse de biomasse pour faire du charbon actif. Donc, nous, ce qu'on fait en général, on regroupe l'ensemble des investisseurs, il y avait une cinquantaine, dans une société qu'on appelle Invest quelque chose, qui est une holding, qui regroupe l'ensemble des investisseurs. Et ensuite, cette holding devient actionnaire de la société cible. Et donc, la société cible, il y a des assemblées générales chaque année normalement. Donc, nous, on participe à l'assemblée générale. On a des comptes rendus de l'assemblée, on pose des questions, on discute avec les dirigeants. Et après, on fait un retour d'information aux différents actionnaires. Donc, ça permet de les tenir au courant et de savoir un peu ce qui se passe. Il faut garder, parce que c'est vrai que vous avez raison, il faut garder, je dirais non pas un œil tous les jours, mais il faut garder un suivi régulier avec les dirigeants pour savoir un peu ce qui se passe. Enum SMO Technologies, ils ont été lauréats en 2020 de la Friend Tech, donc Tech for Island. Donc, ils ont été lauréats. Donc, c'est un projet qui continue à avancer, qui se développe, qui est connu, reconnu au niveau international. Donc, ça, il y a toujours de la communication qui est faite par les porteurs de projets et que nous, on relaie au niveau des investisseurs. D'accord, bah ça, franchement, c'est une super chose. Vous pourrez nous les présenter? Ils sont en Guadeloupe, normalement. Oui, ils sont en Guadeloupe. Nous, on a eu l'Assemblée générale en décembre. Donc, à la limite, on peut demander à ce qu'ils reviennent ou parler de leurs projets, savoir où ils en sont. Parce que c'est vrai que là, ils ont été un peu retardés, mais il y a encore des projets. Ils devaient faire quelque chose, une unité de traitement de sargasses à Anse-Bertrand qui est toujours, je dirais, à l'étude, mais qui devrait sortir cette année. Donc, ça, c'est des projets qu'on suit toujours, oui. D'accord. Entre parenthèses, j'en profite, est-ce qu'il ne faudrait pas, si vous mettez ça, ce suivi-là, vous, en place, que nos institutions le fassent de suivi quand elles donnent des subventions? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'elles suivent un petit peu, puisque c'est de l'argent public, hein, je rappelle, hein, quand elles aident les entreprises, c'est très bien, il faut le faire plus souvent, mais il faudrait aider tout le monde, pas tout le temps les mêmes secteurs d'activité. Donc, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je ne me fais pas d'amis, mais je le répète puisque c'est un fait, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc, il faut aider tout le monde pour que notre industrie puisse vraiment se développer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi vraiment mettre en place ce suivi pour que nos entreprises soient pérennes et que nos Guadeloupéens deviennent riches? Ça leur permettrait de pouvoir intégrer votre plateforme pour que vous ayez d'autres financiers, non, peut-être? C'est-à-dire qu'avec les collectivités, nous, avec la région, on a eu un partenariat au début. Si vous regardez notre site, il y a le logo du conseil régional, donc on est un peu partenaire de certaine façon. Et c'est vrai qu'on est tout à fait apte et volontaire à renforcer le partenariat pour participer à ces commissions de suivi. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire très volontiers. D'accord. Et encore une question, après, je vais essayer de voir si j'arrive à voir M. Argis. Visiblement, il est là, donc ça doit être juste une question de réseau. Qu'est-ce que vous pensez de la crise qu'on a eue là, la crise qu'on est en train de traverser? Quelles seraient les solutions pour vous? Pardon, je suis vraiment désolée. Hein. Quelles seraient les solutions pour vous qu'il faudrait apporter? C'est-à-dire qu'au niveau de la crise, une des conséquences importantes, c'est que dans certains secteurs, une baisse de chiffre d'affaires très importante. Ce qui veut dire que même s'il y a eu des PGE qui ont un peu compensé au niveau, je dirais, trésorerie, du point de vue des bilans qui vont sortir, je dirais, il y aura des pertes qui vont s'impacter sur les fonds propres, sur le capital. Donc là, c'est vrai qu'il y a certainement un besoin de renforcement des fonds propres qui peut être présent et très, je dirais, nécessaire. Donc c'est là qu'on pourrait peut-être apporter un peu notre participation, mais en sachant qu'il faut quand même qu'il y ait une base de participation des actionnaires de départ. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas renforcer, pas combler des pertes, mais de participer au développement. Il faut que le projet en soi soit capable de générer de la valeur pour des actionnaires futurs. Donc, il faut être capable de prouver que l'entreprise a des capacités de rebond et de pouvoir se développer après. Donc, l'idée, ce n'est pas d'empêcher que quelqu'un soit liquidé, c'est de permettre à des entreprises qui ont de la capacité à se relever et aller beaucoup plus loin.
D'accord, ben, accompagner parce que la notion de fonds propres va être une question fondamentale. Parce que la BPI, par exemple, eux, ils prêtent à condition qu'il y ait un apport soit d'une banque, soit d'investisseurs, d'associés, etc., à hauteur de 1 pour 1, par exemple. Oui, ça aussi, il faudrait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment en préambule, hein, il faudrait vraiment qu'on mette ça à plat, qu'on fasse une émission pour voir comment fonctionne le financement. Alors, je reviens vers vous. Monsieur Argy, est-ce que vous m'entendez? Il me dit que son micro est activé, donc normalement, on devrait l'entendre. Monsieur Argy, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Monsieur Argy? Ah, vous êtes là? Monsieur Argy, est-ce que vous nous entendez? Bon. Non, moi, je ne l'entends pas. Bon, en attendant, si jamais vous nous entendez, essayez d'ouvrir peut-être qu'il faut ouvrir votre vidéo. Je commence déjà à vous présenter parce que votre projet il est très important. J'aurais vraiment voulu vous entendre ce soir, donc avec nous normalement, hein, mais nous sommes en Zoom. Il est sur le territoire hexagonal puisqu'il habite à Paris. Nous avons René-Claude Argy, qui est le PDG de Outre-mer Business Expansion. Est-ce que vous connaissez ce concept Outre-mer Business Expansion, Monsieur Lantin? Non, je ne connaissais pas, non. Vous connaissez pas? En fait, c'est un chef d'entreprise, je crois, qui me semble qu'il est à la retraite, ou bien c'est un professeur. J'aurais bien voulu vraiment qu'il se présente, qui a eu l'idée de mettre en place un système de financement, une espèce de caisse commune, un pot commun antillais, ou non, ultramarin, parce que c'est un pot commun qui est valable sur toutes les outre-mer. Donc, c'est un projet, on va dire, étatique, hein, donc il a porté au niveau du Sénat, de manière à ce que quand les gens puissent investir, ils puissent avoir vraiment au niveau des impôts comment on appelle ça? Pas des dérogations, mais des abattements et tout. Exactement, des avantages fiscaux. Et ce projet a été mis en place pour pouvoir développer vraiment des filières professionnelles aux Antilles et en Outre-mer, puisque c'est un projet ultramarin. Et surtout, ça a été mis en place pour que les Antillais, les ultramarins puissent prendre en main leur avenir, d'arrêter d'être tout le temps victime de telle chose ou tel groupe, de tel concurrent, de tel lobby, de tel ceci, de tel cela, et qu'ils puissent mettre en place vraiment du financement pour pouvoir acheter ou développer nos propres centres commerciaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, ou bien nos propres filières. Donc, ça peut être, par exemple, on parle souvent, quand c'est la période de Noël, de tout ce qui est filière bovine ou bien filière porcine. Pour le jambon, par exemple, on sait qu'on doit beaucoup faire venir de la nourriture, de la viande, pour après y mettre une valeur ajoutée. Et donc, c'est vrai que j'aurais bien voulu entendre Monsieur Argy sur ce point. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, oui, c'est bon. C'est bon? Ben, j'ai changé de micro. Bon, ok, d'accord. Bon, alors, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je vous ai fait honneur? Alors, expliquez-nous, présentez-vous et expliquez-nous ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît. Ben, je pense surtout que vous avez fait honneur au peuple guadeloupéen par les explications que vous avez données. Bonjour, Monsieur Lantin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Écoutez, c'est simple. Je m'appelle René-Claude Argy et je dirige la société coopérative d'intérêt collectif dénommée Outre-mer Business Expansion. Donc, SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, contrairement au financement participatif que très excellemment bien expliqué M. Lantin, nous sommes de l'autre côté, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. M. Lantin est dans l'économie capitalistique, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Social, économie sociale, solidaire, ce sont des mots qui normalement ne vont pas ensemble, mais les SCIC, justement, sont un statut innovant qui permet de développer un projet commun sur un territoire. Et à l'heure où le ministre, M. Lecornu, a réintroduit dans le débat cette notion d'autonomie politique, nous, à travers ce projet, nous venons proposer aux Guadeloupéens, en l'occurrence, une autonomie économique. Donc, les SCIC, ça fonctionne comment? Ce sont des sociétés comme les autres, hein, qui sont
Il fonctionne comme n'importe quelle entreprise. En l'occurrence, nous sommes une société anonyme à capital variable, ce qui signifie que chaque ultramarin, et en l'occurrence chaque Guadeloupéen, qui souscrira une ou plusieurs parts sociales de 20 € l'unité, eh bien, contribuera à augmenter ce capital. Et compte tenu de notre nombre, eh bien, ça laisse augurer un capital assez conséquent. Le fonctionnement des SCIC, les SCIC ont une gestion démocratique fondée sur le principe égalitaire de un homme égale une voix, c'est-à-dire que, indépendamment du nombre de parts sociales que vous détenez dans le capital, chacun a droit à une voix pour décider, en assemblée générale, des grandes orientations politiques et stratégiques de l'entreprise. En revanche, bien, oui. En revanche, quand viendra le moment de distribuer les bénéfices, eh bien, ce sera au prorata du nombre de parts détenues par chacun. Celui qui avait souscrit une part, eh bien, percevra une part des bénéfices sur une part. Celui qui en avait souscrit 10, 20, 50 ou plus percevra des bénéfices sur une part. Autre particularité des SCIC, c'est qu'elles sont composées d'un multisociétariat qui permet à plusieurs acteurs, même ayant des préoccupations différentes, de pouvoir s'unir au sein d'un seul et même projet économique commun pour développer un territoire. C'est-à-dire que les salariés peuvent être sociétaires, les futurs clients ou usagers peuvent être sociétaires, les fournisseurs peuvent être sociétaires, les associations, les personnes morales telles que les associations, les entreprises, par exemple les entreprises de M. Lantin pourraient devenir sociétaires d'OBE. Mais également, les collectivités publiques et leurs groupements peuvent être également sociétaires d'une SCIC, puisque c'est pour développer un projet commun sur un territoire. Sauf que toutes les collectivités entre elles, même s'il y en a plusieurs qui deviennent sociétaires d'OBE, ce qui est clairement notre ambition, eh bien, elles auront droit à une voix comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est le pouvoir au peuple, en fait. Redonner le pouvoir au peuple. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez, depuis la loi d'assimilation en 1946, nous avons toujours été habitués à pratiquer la démocratie représentative. C'est-à-dire que nous élisons des représentants pour défendre nos intérêts et nous leur faisons confiance pour gérer au mieux les dotations qui leur sont allouées par l'État. Par exemple, la région reçoit un certain budget pour le développement économique du département. Elle redistribue, oui. Voilà. Et la région, c'est plus du social, etc., etc. Donc, l'idée, en fin de compte, c'est que les collectivités publiques puissent devenir sociétaires de cette SCIC OBE et que la population puisse, elle, avoir le véritable pouvoir et décider elle-même de ce qui est bon pour elle et dans quoi elle veut investir, où elle veut aller, etc. Que ce soit dans la pêche, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans le commerce, peu importe. Mais en tout cas, ce sont les populations, donc en l'occurrence les Guadeloupéens, qui seront réellement maîtres, souverains. Voilà, c'est un peu la différence. C'est un peu la différence. Alors, parlons chiffres. Oui. Admettons qu'on mette, alors c'est 20 €, je crois, par an. Comment ça fonctionne? Non. Pour commencer, allez-y. Alors, la valeur nominale de l'action est de 20 €. D'accord. Chacun est libre d'en souscrire autant qu'il veut. À la seule différence qu'aucun sociétaire ne peut détenir à lui seul plus de 50% du capital. Et idem pour les collectivités. Les collectivités ne peuvent pas non plus détenir plus de 50% du capital. Il faut toujours que ce soit le peuple qui soit souverain. C'est le peuple qui dirige. Donc, vous pouvez souscrire une part, 10 parts, 50 parts, 100 parts, autant que vous voulez. Mais c'est de l'épargne solidaire. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais démontrer. Voilà, de l'épargne solidaire. C'est-à-dire qu'en entrant dans la société, vous devenez de facto à la fois associé, donc dans une démarche entrepreneuriale, associé et futur client. Donc, l'épargne solidaire a été créée justement pour pouvoir financer des projets de toutes sortes, pourvu qu'ils soient éthiques. Comme les fonds commerciaux, par exemple? Par exemple, pour étayer le propos,
l'économiste qui s'appelle Jean-Marie Noll, il a fait un article récemment où il dit que l'épargne des Guadeloupéens représentait en 2019 2,4 milliards. Vous vous rendez compte? Et Voilà. on donne tout cet argent-là à tout le monde, pratiquement, sauf aux Guadeloupéens. Voilà. Et la totalité de cette épargne est captée par les banques Bah oui, et les par assureurs de l'Hexagone. Et c'est Donc, ça, à tout le monde sauf à nous. Voilà. Donc, l'idée, en fait, consiste à faire comprendre aux Guadeloupéens que nous devons sortir de ce paradigme victimaire dans lequel nous sommes enfermés. Je vous rappelle, pour mémoire, pour nos téléspectateurs, juste une précision, victimaire se dit d'une personne ou d'un groupe qui s'estime discriminé, lésé par la société et qui en attend réparation. Et c'est exactement notre cas. Et qui n'arrivera pas en plus. Hein, donc Voilà. il va falloir se prendre en main aussi. Voilà, nous considérons comme victimes de l'esclavage, victimes de la colonisation, victimes du chlordécone, et nous sommes là à attendre réparation. Ça, c'est un paradigme victimaire. Nous devons sortir de cela pour entrer dans une posture un peu plus conquérante. Et en nous basant sur la force du nombre, eh bien, nous pouvons reprendre une partie du pouvoir que nous avons donné aux politiques. Alors ça, c'est un projet que vous avez défendu au Sénat parce qu'il a fallu le faire voter et le faire passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, puisque c'est un projet légal, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée vous est venue, s'il vous plaît? Oui, en fin de compte, c'est un projet qui a pris sa source de longue date, par des anciens tels que le docteur Rosan Girard ou encore Maître Manville ou alors Georges Nicolo. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais une trentaine d'années, j'allais écouter ces grands hommes parler en conférence ou en dîner, débat ou ailleurs, et ils réfléchissaient déjà à comment organiser les populations. Malheureusement, ils nous ont quittés, ils n'ont pas eu le temps de voir aboutir leurs idées. Et moi, la génération d'après eux, j'ai 66 ans aujourd'hui, eh bien, j'essaye d'amener avec d'autres compatriotes le témoin pour le passer aux générations futures. Donc, vous Merci beaucoup déjà. Votre génération. Donc, il faut savoir que c'est un projet complètement altruiste. Hein. Il n'y a rien à gagner. Et c'est simplement quand on a envie de faire avancer son pays, eh bien, on s'y intéresse à ce projet et on y participe. Mais il n'y a rien à gagner. La seule chose qu'on a à gagner, c'est, comme je vous dis, une part des bénéfices au prorata du nombre de parts que vous détenez dans le capital. Et puis, peut-être, ceux qui ont un peu de moyens et qui investissent une certaine somme, disons à partir de 1 000 euros, ça commence à devenir intéressant, 1 000 euros, et qu'ils s'engagent à conserver leur part pendant 5 ans dans la société, à ce moment-là, ils bénéficient d'un abattement d'impôt, une réduction d'impôt de 25% de leur investissement. Donc, 25% de réduction d'impôt, des économies toute l'année sur les achats de biens et de services, puisque c'est notre coopérative à nous. Et c'est nous, les sociétaires, qui décidons des grandes orientations politiques et stratégiques. Donc, vous imaginez bien que nous n'allons pas pratiquer les mêmes tarifs que, par exemple, GBH, le groupe Bernard Ayotte, contre lequel nous pestons à longueur de journée. mais que nous enrichissons en courant très rapidement. En réalité, GBH, c'est quoi? J'ai rien contre GBH, attention. Non, mais ils ont investi dans leurs centres commerciaux, comme tous les entrepreneurs. Voilà, ce sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement malins, je dirais malins. GBH, c'est une SAS, une société par action simplifiée, au capital de 5 millions d'euros. Sur un Donc, moins que nous, on a en épargne au niveau de l'outre-mer, quoi, en fait. Bien sûr, bien Donc, sûr. on pourrait les manger largement si on voulait faire nos propres centres commerciaux. Il ne faut pas partir dans un esprit de concurrence ou de manger. Non, je pense qu'il faut oublier ces personnes, ils font leur business, ils sont bien, et se concentrer sur nous et voir ce que nous pouvons faire. Il faut de la concurrence pour faire baisser les prix. C'est comme ça qu'on fait baisser les prix sur le territoire hexagonal. Oui, mais comprenez bien,
GBH est une SAS au capital de 5 millions. Donc, ce sont quelques familles béquées qui se sont réunies et elles ont réuni à elles toutes un capital de 5 millions au moyen desquels elles ont investi dans tous les secteurs d'activité où les ultramarins d'ascendance africaine et indienne consomment. Eux, ce sont des descendants d'esclavagistes, on le sait. Ils le savent, on le sait, bon, c'est pas un secret. Eh bien, à elles toutes, elles ont réuni 5 millions et elles ont investi partout où les descendants d'esclaves, même si je n'aime pas ce terme, consomment. Donc, et nous postons, comme on dit en créole, nous voyez la boue. Et nous, toujours. Mais nous avons une société anonyme à capital variable et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque Guadeloupéen qui souscrira une ou plusieurs parts sociales dedans contribuera à augmenter son capital. Donc, pour étayer ce propos, si vous permettez, un petit postulat. Le postulat, vous savez, c'est une proposition qu'on demande d'admettre avant un raisonnement qu'on ne peut pas démontrer, mais qui ne saurait être mis en doute. Donc, admettons que nous parvenions à convaincre 100 000 sur les 376 000 et quelques Guadeloupéens qu'il y a, admettons que nous parvenions à en convaincre 100 000 de souscrire 1 000 euros, c'est-à-dire 50 parts sociales de 20 euros sur une période de 5 ans, en une ou plusieurs fois, et pourquoi pas une part tous les mois par virement automatique comme pour un abonnement téléphonique ou de canal+. C'est l'exemple que je voulais prendre tout à l'heure. Imaginons qu'on prenne 20 euros et qu'on fasse un virement tous les 2 mois. C'est ce que je voulais démontrer justement. Allez-y. Voilà, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent dire, tiens, moi, je vais épargner 20 euros tous les mois. Je vais épargner. Au lieu de le mettre sur un compte caisse d'épargne qui vous rapporte, comme l'a dit M. Lantin, 0,5% et depuis le 1er janvier, qui est passé à 1%, eh bien, c'est prendre une partie de notre épargne, je ne vous dis pas de prendre tout, une partie de notre épargne pour souscrire des parts. Admettons 20 euros tous les mois, sachant que ce n'est pas de l'argent à fond perdu, c'est de l'épargne. Puisque quand vous sortez du sociétariat, à tout moment, vous pouvez sortir du sociétariat et vous récupérez vos fonds. Donc, comme pour la bourse. Donc, c'est de l'épargne solidaire. Donc, 100 000 fois 1000, au bout de 5 ans, d'ici la fin du quinquennat, du prochain quinquennat, eh bien, ça nous ferait une augmentation du capital d'OBE de 120 millions d'euros. C'est énorme. Hein? Voilà, 120 millions d'euros au moyen desquels nous pourrions investir, comme je vous le disais tout à l'heure, dans tous les secteurs d'activité où nous serions nous-mêmes les consommateurs. Parce que vous parliez de centre commercial tout à l'heure, eh bien, si nous ouvrons un centre commercial, eh bien, ce sera un nouveau circuit de distribution alternatif. Comme pour l'agriculture, par exemple. Ou l'agriculture. Pour l'agriculture, ou bien spécifique pour la viande, le poisson. Tout à l'heure, je parlais de filière porcine qu'il faut relancer. Bovine aussi, on a déjà des problèmes au niveau des boucheries qui nous disent qu'il y a des soucis. Donc ça, ce serait vraiment... La pêche, l'environnement, tout, etc. quoi. Donc, je termine le propos. 120 millions, au moyen desquels nous pourrions investir collectivement dans tous les secteurs d'activité où nous serions nous-mêmes les consommateurs. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple du centre commercial, vous imaginez que si nous ouvrons un centre commercial, eh bien, on va réfléchir à 2 fois pour savoir où est-ce qu'on va chercher nos courses de première nécessité. Est-ce qu'on va continuer à aller à Carrefour qui nous vendent le yaourt à 8 euros ou est-ce que nous allons venir dans notre propre coopérative où nous allons nous-mêmes décider de la politique tarifaire, donc nous allons faire une marge moindre et nous allons vendre le yaourt, admettons, 6 euros. Et en plus, il y a une Martiniquaise qui fait des super yaourts. Je les présentais l'année dernière et ils sont très bons. Donc voilà, alors il faut la financer pour qu'elle puisse s'industrialiser, etc. Et toujours selon ce postulat, et j'en termine là, supposons que ces 100 000 personnes en question que nous avons pris en exemple, maintenant qui seraient devenues sociétaires, associés et futurs clients, imaginons que chacune d'elles consomme un panier moyen de, admettons, 100 euros par mois. Ça nous ferait donc un chiffre d'affaires de 10 millions par mois, soit un chiffre d'affaires de 120 millions par an. Et ces 120 millions par an de bénéfices, dans les SCIC, la loi exige que minimum 57,5% des bénéfices générés par une SCIC ne soient pas distribués, soient obligatoirement réinvestis dans l'entreprise pour assurer sa pérennité
et sa transmission aux générations futures. Et c'est là où il n'y a pas de risque de couler, puisque c'est fait pour se passer de génération en génération, exactement comme ils ont fait les colons en créant la première coopérative coloniale. Effectivement. Un jour, je vous enverrai les statuts. La première coopérative coloniale a été créée grâce aux indemnisations qu'ils avaient reçues de l'Assemblée, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont maintenus, ils ont maintenu un peu leur hégémonie. Ils n'avaient plus le droit de nous fouetter, mais bon, maintenant, il faut qu'on mange. Donc, comme nous sommes prisonniers d'un marché captif, nous n'avons de choix que entre Carrefour et Carrefour. Oui, c'est pour ça qu'il faut de la concurrence. D'accord, eh bien, c'est à nous de nous mettre ensemble, comme on dit ensemble le plus fort, à travers cette structure et faire nos affaires, quoi. Donc, pour faire baisser le coût de la vie, qui est beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'il y a des crises aussi. Hein. Donc, allez-y. Nous avons fixé le seuil d'impartagibilité des bénéfices à OBE est de 60%. Parce que la loi vous dit que vous pouvez la fixer à 57,5% minimum, mais ça peut être 60, 70, 80, voire 100%. Ce sont les sociétaires qui décident, donc le peuple qui décide lui-même. Donc, nous, en créant OBE, nous avons pensé que ce serait bien quand même de laisser 40% à distribuer. Donc, ce sont les 40% de bénéfices, 40% des 120 millions, que nous distribuerions à tous les sociétaires, donc tous les Guadeloupéens, au prorata du nombre de parts que chacun aura détenues. Et en sortant du sociétariat, donc, vous êtes remboursé par la coopérative. Donc, d'entrée, vous avez gagné 250 €, puisqu'on a pris l'exemple de 1 000 € et que je vous ai dit qu'on avait 25% de réduction d'impôt, donc c'est 250 €. Ensuite, vous avez fait des économies toute l'année sur vos achats de biens et de services que vous allez consommer dans les coopératives, dans les divers secteurs d'activité, et une part de bénéfice. Donc, dans 5 ans, si vous partez, vous avez trouvez-moi un placement qui vous rapporte autant. Donc, et c'est aussi une façon, en fin de compte, de changer de paradigme, d'arrêter de nous plaindre en pensant que quelqu'un ne peut rien nous faire, aider, qu'on peut rien faire, et en disant c'est même pas la peine d'essayer parce que les BP sont trop puissants, etc., etc. Ça, il faut que nous changions d'état d'esprit. Voilà, et qu'on finance nous-mêmes notre propre économie. Notre propre force, voilà. Donc, comme je vous ai dit, au moment où le ministre Le Cornu a réintroduit dans les débats cette notion d'économie, d'autonomie politique, c'est-à-dire donner plus de pouvoir à la région, etc., etc., mais ça revient au même. Donc, nous proposons au peuple guadeloupéen de prendre son pouvoir qu'il a toujours eu, mais qu'il ne savait pas. Et tout le monde se gardait de lui expliquer. Il a un pouvoir, mais il ne le sait pas. Et en général, il le donne à d'autres, donc à des élus, en leur disant, voilà... faites pour moi, et aujourd'hui, ils n'ont plus confiance dans les élus à qui ils ont demandé de faire pour eux, effectivement. Par contre, je voudrais revenir sur un point très rapidement. Oui. Vous êtes passé au Sénat pour valider ce projet. Expliquez-nous ce point précis, s'il vous plaît. Pourquoi être passé au Sénat? Quelle autorisation vous avez dû obtenir pour pouvoir mettre ça en place? Et comment ça fonctionne? Parce qu'il a fallu le valider. C'est quelque chose de vraiment totalement légal. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce qu'il a fallu, vous, que vous expliquiez pourquoi vous mettez ce projet en place et pour rétablir l'équilibre. Je parlais avec le gouvernement de l'équilibre, puisqu'on parlait du secteur de la banane. Hein. Donc, comment vous êtes arrivé devant le Sénat et comment vous avez parlé de ça? Alors, au départ, nous avons présenté le projet au ministère de l'Outre-mer. À l'époque, c'était Madame Sophie Élyséon qui était déléguée interministérielle à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer de l'Hexagone. Ils oublient de mettre la dernière phrase de l'Hexagone. Elle m'a donné un peu ma chance de pouvoir m'exprimer et je suis venu présenter cela au ministère. Ensuite, bon, le temps a passé parce que ce n'est pas évident de faire passer une telle idée dans l'esprit du peuple. Ensuite, j'ai rencontré divers députés, comme monsieur le député Olivier Servat, à qui je fais une petite dédicace parce qu'il m'a très, très bien reçu. Et... Non, mais lui, il travaille beaucoup. Hein. Voilà, il bosse, hein. Voilà. Et il m'a dit lui-même, bon, je ne peux pas intervenir sur l'Hexagone, puisque c'est sur l'Hexagone, mais venez en Guadeloupe, créer une filiale, et là, nous verrons pour le financement. Ensuite, j'ai rencontré également monsieur le député Max Mathiazin,
J'ai rencontré Madame Justine Bénin, Pierre-Alain Raffan, qui encore Serge Letchimy, enfin bref, beaucoup de députés. Nommez-les tous, hein, parce qu'après, on nous dit qu'il ne faut rien du tout. Nommez tout le monde. Voilà. Alors, M. Servat, M. Mathiazin, Mme Justine Bénin, M. Serge Letchimy et Pierre-Alain Raffan. Et enfin, j'ai fait une demande pour rencontrer M. Dominique Théophile, le sénateur. Et je lui ai expliqué le projet. Et pareil, il m'a dit, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, hein, les politiques. Oui, ils sont très limités. Hein. Ils sont très sollicités. Voilà. Donc, ce projet, c'est très lourd. Voilà, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Je lui ai dit, bon, déjà, si vous me donniez l'opportunité de pouvoir présenter ce projet au Sénat, eh bien, ce serait déjà une bonne chose. Il m'a dit, d'accord. Pardon. Il m'a dit, bon, mais attention, il ne me connaissait pas. Il m'a dit, bon, il faut que ce soit quelque chose de carré, etc. Donc, il m'a parrainé pour me permettre d'organiser ce colloque au Sénat. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai invité comme intervenant le directeur de l'URSCOP. L'URSCOP, c'est l'Union régionale des SCOP et SCIC. Donc, j'ai invité également un sociologue, parce que ça allait ensemble. J'ai invité un serial entrepreneur, un Guadeloupéen qui a réussi. J'ai invité aussi un membre du mouvement coopératif national, M. Frédéric Sanchez, à qui je fais aussi un petit coucou, parce qu'il m'a ensuite nommé membre du comité développement outre-mer. Et j'ai également invité le prince du Bénin. Donc, c'était un parterre, un panel assez de qualité. Le sociologue, M. Pierre Pastel, etc. Et nous avons fait ce colloque dont l'intitulé était « L'économie sociale et solidaire, quel impact sur les Outre-mer ». C'était ça l'intitulé du colloque. Donc, je dois rectifier. Ce n'est pas quelque chose qui est passé en proposition de loi ou quoi que ce soit. Non, c'est juste un colloque que j'ai organisé au Sénat. D'accord, c'est juste un colloque. Et aujourd'hui, notre objectif était de venir en Guadeloupe et en Martinique aussi par la suite. Mais d'abord, chauvinisme oblige. Hein. Moi, je suis un enfant de Sainte-Rose. Donc, sauf que j'ai quitté Sainte-Rose en 1970, j'avais 14 ans. Et depuis, je vis en diaspora. Mais je me suis toujours tenu informé de ce qui se passe dans mon pays. Donc, notre objectif, c'était de venir en Guadeloupe à la rencontre des Guadeloupéens en faisant une caravane de présentation du projet dans chaque commune et pour porter l'information aux populations et leur expliquer qu'en fin de compte, voilà, vous avez un pouvoir, mais vous devez le prendre. Mais pour ça, vous devez changer de posture. Vous ne devez pas toujours attendre que ce soit ni l'État, ni la mère patrie, ni même nos élus qui fassent quoi que ce soit pour vous, parce que nos élus, ils exécutent, ils font un peu. Ils sont dans le système aussi, c'est normal. Ils font au mieux, quoi. Ils font au mieux. Voilà. Ils essayent de faire avec les outils qu'on leur donne dans le carré en plus qu'ils ont, parce qu'on sait qu'ils ont chacun des responsabilités. Ils ne peuvent pas décider de faire pour en surtout, dehors de leurs compétences. Ils respectent aussi un petit peu le fil rouge de leur parti respectif. Sinon, effectivement, sinon ils se excluent. Bon, après ça, c'est des débats politiques, mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Merci beaucoup pour la présentation de ce projet. Monsieur Lantin, vous êtes encore là ? Oui, tout à fait, je suis là, oui. Alors, je ne sais pas si on peut vous avoir tous les deux, si à la région on m'entend, est-ce qu'on peut vous avoir tous les deux en côte à côte sur une scène? Comment vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez de... C'est génial ce système aussi qui est mis en place, là on commence bien l'année. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des projets qui sont dans l'air du temps, parce que le crowdfunding, on parle de crowdfunding, mais en français, c'est le financement par la foule. C'est un peu le même concept, c'est, comme on dit ici, c'est Gandhi qui a fait Sakdiri. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'investisseurs qui, mis ensemble, peuvent déplacer des montagnes. Donc là, M. Argis, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est un axe particulier. Nous, c'est un peu le même concept, et un peu dans l'économie capitalistique. L'idée, c'est de permettre à des investisseurs de donner du sens à leur investissement, de pouvoir choisir les projets qu'ils veulent financer, parce que quand vous mettez de l'argent dans des fonds d'investissement,
vous ne savez pas dans quelle entreprise ça va être investi réellement. Oui, les banques, elles prennent notre argent, elles en font un peu ce qu'elles veulent. Les fonds d'investissement, ils peuvent investir à droite ou à gauche. Vous ne savez pas où l'argent va atterrir. Tandis qu'ici, sur la plateforme des financements participatifs, vous choisissez un projet dans lequel vous voulez investir parce qu'il est à côté de votre territoire, parce que ça correspond à quelque chose, parce qu'il vous parle, parce que vous aimez la mer pour Vimera, ou bien il y a une motivation particulière, spécifique, qui fait que vous voulez investir dans ce projet-là. Et à ce moment-là, vous avez plus de motivation à investir. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à mobiliser beaucoup de monde, la foule, pour pouvoir faire en sorte que le projet puisse aboutir et puisse se développer. Donc, ça nécessite de la communication, comme on l'a dit, de la part des porteurs de projets, que nous accompagnons et ensuite qu'on va développer sur les réseaux sociaux, par des community managers, parce que maintenant, c'est un métier qui est devenu à la mode. Donc, c'est quelque chose qui est important de pouvoir développer cette connaissance des projets d'économie sur le territoire outre-mer. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Très intéressante comme émission. Je pense qu'on va la refaire pour approfondir ou quand il y a des projets à développer, qu'on puisse vraiment en reparler pour parler vraiment que les gens comprennent bien et qu'on explique tout ça cette année. Merci beaucoup de votre participation. Monsieur Argis, vous êtes encore là? Oui, un dernier petit mot. Alors, allez-y. Je voudrais dire aux Guadeloupéens, quand vous investissez, cherchez d'abord à savoir qui sont les associés. Ne voyez pas uniquement l'entreprise, voyez qui sont les associés derrière. Parce que dans ce système, vous investissez dans une entreprise, mais vous ne savez pas qui sont les véritables associés. C'est peut-être une filiale d'une société française. Enfin, quand vous pensez agir pour votre pays, mais en réalité, non. Donc, pensez à ça, quoi. Pensez à ça. D'accord, de toute façon, allez-y. Allez-y. Sur cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'au niveau de la plateforme Fidelios, toutes les plateformes qui ont l'agrément CIP, il y a ce qu'on appelle une connaissance progressive du dossier. C'est-à-dire que vous regardez un dossier, vous avez un intérêt que vous manifestez, on s'inscrit sur la plateforme. À ce moment-là, vous ajoutez 2 pièces d'identité pour pouvoir justifier de votre identité. Éviter les blanchiments d'argent, etc. Parce qu'on a non, je connais. Ça s'appelle les Monway qui gère tout ça. Et après, quand c'est validé, vous avez accès au dossier complet. C'est-à-dire qu'au début, vous n'avez pas les statuts, vous n'avez pas les cabis, vous n'avez pas tout ça, mais j'ai juste la présentation, une sorte de petit teasing qui vous dit ce que le projet peut apporter. Et quand vous êtes reconnu comme investisseur, je dirais, validé, vous avez accès à ce qu'on présente sur le dossier. Il y a les statuts, il y a le cabis, il y a des prévisionnels, il y a toute une série d'informations qui sont accessibles aux investisseurs qui puissent, je dirais, se poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses. De toutes les façons, ce qui est bien, c'est que vous êtes en Guadeloupe et qu'on connaît les porteurs de projets et qu'en plus, vous nous les présentez. Au contraire, il faut que vous nous rameniez en plateau le projet dont vous nous parliez tout à l'heure, que vous avez pris comme exemple, qui est devenu un projet international pour qu'on puisse faire un point aussi avec eux. Donc ça, c'est l'avantage quand on est un petit territoire comme le nôtre, on va dire. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Argis, un mot pour la fin avant qu'on rentre dans l'hôtel? Écoutez, j'attends simplement que cette histoire de passe s'estompe un peu et j'envisage très bientôt, dès que possible, de venir sur place en Guadeloupe pour véhiculer ce projet. Pour parler de ça, pas de souci. En attendant, je fonctionne par Zoom. Depuis la Covid, je suis devenu un spécialiste de Zoom. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Merci pour votre participation. Allez-y. Ceux qui sont intéressés soit en tant qu'investisseurs ou en tant qu'entreprise, il suffit d'aller sur le site www.fidelios.com et de pouvoir s'inscrire soit en tant qu'investisseur, soit en tant qu'entreprise, ou bien m'envoyer un mail à d.lantin@fidelios.com. Là, vous voyez toutes les informations nécessaires. D'accord, merci beaucoup messieurs pour votre participation à vous tous les deux. De toutes les façons, pour le téléspectateur, vous pourrez revoir soit sur Facebook ou bien de toutes les façons, comme vous savez, il y a les rediffusions et nous, on continuera
de recevoir nos invités en plateau. On verra, peut-être faire un point, peut-être dans 3 ou 4 mois après les présidentielles, parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu mouvementé pour nous au niveau des émissions. Et la semaine prochaine, nous, on parlera en plus, on aura l'occasion de parler de BPI France, puisqu'on va recevoir Aurore Costa, avec qui on a mis en place une chronique pour suivre les premières de Guadeloupe, les femmes entrepreneurs. Comme vous savez, on les avait reçues il y a quelques temps en plateau, qui nous ont présenté le lancement de leur projet. Et pour sortir les femmes, c'est très important que les femmes puissent recommencer à travailler. Vous avez vu les chiffres, on a beaucoup diminué. Je vois que vous me faites un signe. Allez-y, dernier mot, parce qu'il faut que je rentre dans l'antenne. Ok, dernier mot pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus. Je vous donne un mail où vous pouvez nous contacter. Allez-y. Alors, contact, C-O-N-T-A-C-T, contact, @obexpansion.fr. Ça s'écrit O-B-E-X-P-A-N-S-I-O-N, obexpansion.fr. Très bien. Merci, messieurs, à vous pour toutes ces informations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Aurore Costa qui va nous parler des premières de Guadeloupe. Vous savez, il faut remettre les femmes au travail, surtout avec les chiffres de l'INSEE qui sont tombés, qui étaient très négatifs pour notre territoire. Donc, les premières de Guadeloupe, on a mis en place une chronique. On va faire le suivi, voir comment ça se passe. À la semaine prochaine. Au revoir à tous et merci, messieurs. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Lantin.